l'histoire qui n'avait pas du tout suivi ce qui se passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait commencé à lire du Jules Verne, Capitaine Hatteras, les aventures du Capitaine Hatteras. Et en fait, c'était beaucoup plus long que prévu. Vous avez vu, normalement, on lit des textes courts. Et là, en fait, on s'est retrouvé sur un roman. Parce que j'ai pas fait attention que c'était un roman et pas une nouvelle. Du coup, on avait commencé. Et... un plaisir, Sniper. C'est un plaisir. Du coup, on avait commencé à lire Capitaine Hatteras. Et puis là, on a décidé de changer un petit peu pour pas rester tout le temps dans du Jules Verne pendant un mois ou deux. Parce que ça faisait déjà 3 semaines qu'on y était. Donc voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce monsieur Hatteras? C'est un bateau qui a été affrété dans des conditions un petit peu... dans des conditions un petit peu... un petit peu... comment dire, mystérieuse, parce que en fait le capitaine ne s'est pas fait connaître. Il a nommé son second, il a demandé à son second d'organiser tout pour préparer le voyage, c'est-à-dire de choisir son équipage, de choisir de faire construire le bateau, de réunir les provisions, etc. Et lui ne s'est fait connaître qu'une fois que le bateau était en mer en fait, et on a découvert que c'était un des marins qui était à bord. Voilà. Et il a fait embarquer son chien aussi, parce qu'il a un chien. Et en fait, pourquoi il a appareillé son bateau de façon totalement anonyme? Parce qu'il a une réputation de fou, d'audacieux, qui en a rien à faire de la vie de ses hommes, tant que c'est pour la gloire, quoi. Et donc, il apprend à ses hommes, une fois qu'ils sont en route, que le but est d'aller au pôle Nord. Et de découvrir, d'être les premiers hommes à atteindre, une fois pour toutes, le pôle Nord. Qui est... parce que le pôle magnétique avait déjà été atteint, le pôle du froid avait déjà été atteint, mais pas le pôle Nord, le dernière latitude, dernier méridien. Donc voilà. Et en fait, donc ils partent. Les marins sont un peu flippés dès qu'il commence à y avoir des difficultés, parce que c'est une navigation très difficile, parce que y a des accidents qui manquent d'arriver régulièrement à cause des icebergs et des glaçons et des passes qui se ferment. Et ils ont peur de se retrouver coincés. En fait, il manque vraiment cet esprit de solidarité et d'héroïsme qu'il faut dans un équipage pour réussir ce genre de mission, quoi, tout simplement. Donc ils partent malgré tout, de toute façon ils sont partis, ils n'ont pas le choix, et puis le capitaine leur promet énormément d'argent pour les encourager à rester à bord, à pas se rebeller et à continuer à participer à l'aventure, quoi. Voilà, donc là on en était là pour ceux qui avaient suivi la lecture, et donc ils commençaient leur hivernage. Donc l'hivernage, c'est quand le bateau reste à l'arrêt, coincé par les glaces, et que donc l'équipage doit attendre le dégel. Pendant 3 mois, ils restent sur place, et ils doivent attendre que les glaces dégèlent pour pouvoir reprendre leur route, quoi, tout simplement. Donc le problème, c'est qu'ils se retrouvent piégés par un ice field, donc un champ de glace, le bateau au milieu du champ de glace, et à sec en fait, parce que le bateau dans une tempête a été porté sur le champ de glace, et donc ils peuvent plus sortir de là, ils sont obligés d'attendre le dégel, et le champ de glace dérive tout doucement jusqu'à s'arrêter au niveau du pôle du froid et à se retrouver figé là. Donc ils vont se retrouver à hiverner à l'endroit le plus froid du globe. Donc grosse dépression. Ils décident donc de s'installer là. Un hivernage, ça se passe comment? Ils construisent en fait un mur de glace tout autour du bateau. Donc ils font une espèce de coque en glace autour du bateau. Et il faut essayer de se protéger à tout prix de l'humidité, tout en chauffant à l'intérieur. Sauf que, comme le capitaine Hatteras était extrêmement résolu à atteindre le plus loin qu'il pouvait avant l'hiver, ils ont épuisé tout leur charbon, quasiment. Ils n'ont plus beaucoup de charbon. Et donc ils se voient déjà gelés pendant cet hiver, quoi. En fait, il avait l'intention de s'arrêter sur une île pour refaire le plein de charbon, sauf que l'île a été pillée entre-temps par les Esquimaux, et donc il n'y a plus 1 gramme de charbon ni de nourriture sur place. Et du coup, lui qui comptait là-dessus pour récupérer des ressources, il a le bec dans l'eau, quoi. Donc, vous en foutez en fait? Non? Vous en foutez pas? Parce que je vois que des commentaires qui n'ont aucun rapport avec l'histoire. Si vous voulez, je vous saoule pas et on part sur un jeu, hein. Moi, je m'en fous. Ça vous perturbe pas de pas savoir la fin?
Enfin bref, ils hivernent, ils ont très 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 froid. Et du coup, la rébellion commence à couver un petit peu. Ils essaient de chasser le phoque, de chasser l'ours. Alors, ils ont impossibilité d'arriver à choper un ours, ils n'y arrivent pas. Par contre, ils arrivent à choper quelques phoques avant que ceux-ci ne disparaissent complètement. Parce qu'en plein hiver, dans la région arctique, les phoques migrent en fait. Ah, merci Gros Minot. Et ils gardent... Merci Choco. Non, mais c'est pas ça. C'est juste être sûr que ça intéresse quelqu'un. Sinon, on passe à des jeux. Je suis pas vexée du tout, moi je m'en fiche. Non, mais vous pouvez discuter, il n'y a pas de problème. Et donc, ils tuent des phoques, et l'avantage de tuer des phoques, c'est qu'ils récupèrent la graisse pour faire un combustible avec. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc, ça c'est pour l'hivernage. Donc, ils ont de plus en plus froid, ils ont de moins en moins de charbon. Donc, la nourriture, ça va, ça, ils en avaient emporté suffisamment. Mais ils sont en galère de charbon, donc au bout d'un moment ils finissent par brûler la graisse de phoque. Même là ils en ont que pour 3 semaines. Et ensuite ils commencent à décider de brûler le bateau en fait. Ils veulent commencer à démonter ce qui n'est pas absolument nécessaire et brûler le bateau. Et ils se disent au pire on fera une chaloupe avec ce qui restera pour repartir au moment de la fin de l'hiver. Donc Atera c'est complètement furieux. Il y a le scorbut qui commence à atteindre pas mal des marins. Donc le scorbut, c'est une maladie qui provoque des contractions extrêmement douloureuses. Les marins voilà, sont vraiment dans les pires situations possibles. En plus, ils sont tous ensemble dans la même salle commune, donc même ceux qui sont en bonne santé, ils ont tout le temps sous le nez ceux qui sont malades. Même malgré que le docteur essaye de les soigner du mieux qu'il peut, en fait. Même avec les pastilles de citron, etc., ça suffit pas. Et puis voilà. Du coup, le docteur se rappelle d'un truc, c'est qu'il a entendu parler dans un des récits de marins qu'il a lu, il a entendu parler d'une ressource de charbon à quelque chose comme 300 miles de là où eux ils se retrouvent à hiverner en fait. Donc il en parle au capitaine qui décide de faire une expédition. Sauf qu'entre temps, il prend ses repères et il se rend compte qu'ils ont encore dérivé. Leur bateau, l'Icefield sur lequel ils étaient coincés, a encore dérivé. Et du coup, ils se sont encore éloignés de cet endroit-là. Donc il établit qu'il leur faudra à peu près 3 semaines, voire 1 mois, pour faire l'aller-retour et ramener du charbon de là-bas. Bon, il décide d'y aller quand même. Parce que de toute façon, c'est la dernière possibilité en fait. Et donc comme ils ont un attelage de chiens de traîneau et un traîneau, ils décident de partir dans la neige avec une petite équipe, chercher le maximum de charbon possible. Le problème c'est quelle équipe il va emmener et surtout est-ce que lui le capitaine il doit y aller parce que comme il sent que l'ambiance à bord est vraiment mauvaise, il répugne vraiment à s'en aller. Puis finalement il décide lui d'y aller et puis il part avec le chasseur. Donc qui l'aime pas trop mais qui accepte quand même la mission parce qu'effectivement il va être très utile dans ce genre de mission. Il part aussi avec le docteur parce que de toute façon les malades leur traitement est toujours le même donc ceux qui restent à bord peuvent les soigner. Et puis il part avec un des mecs qui va s'occuper du traîneau, le charpentier en fait, qui lui par contre lui est complètement dévoué, il n'y a pas de souci. Et il confie son vaisseau au dernier officier qui est dévoué un petit peu. C'est son 3e officier en fait qui va le mettre d'équipage, qui est chargé de garder le vaisseau et d'essayer d'éviter la mutinerie quoi. Donc voilà. Ils partent en expédition, c'est extrêmement difficile, ils dorment dans des igloos qui se fabriquent à chaque fois le soir même, ils manquent de se retrouver écrasés par leur igloo à un moment donné, ils tombent dans des crevasses parce que le problème c'est qu'avec la réfraction on voit pas bien où est-ce qu'on met les pieds parce qu'on a l'impression que les choses sont plus petites ou plus grandes que ce qu'elles sont réellement. Donc ils ont tout un tas d'aventures, ils ont énormément de mal à avancer. À un moment donné ils tombent dans un brouillard extrêmement soudain parce qu'il y a un geyser qui explose à proximité. Du coup ils se perdent les uns les autres et surtout le traîneau est laissé à l'abandon. Et du coup, les ours et les renards profitent de ce moment-là pour saccager les provisions qu'ils avaient emmenées, en fait. Du coup, quand ils retrouvent leur traîneau, il y a une bonne partie de la nourriture qui est mangée. Ils arrivent à faire fuir les créatures, mais il y a une bonne partie de la nourriture qui est mangée. Les chiens, ils sont terrorisés. Enfin, voilà, quoi.
Bon, heureusement, il n'y a pas eu de chien tué à ce moment-là. Il continue d'avancer et là, il trouve donc un cairn. Donc un cairn, c'est un espèce de monticule, si vous voulez, de pierre qui est construit par l'homme pour abriter des informations pour les prochains qui passent en fait. Donc il trouve un cairn dans lequel il est question d'un Purpoise, qui apparemment est un bateau, qui serait passé dans le coin. Et là, Ateras la mauvaise parce qu'il se dit merde, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé le voyage, qui est potentiellement au même niveau que moi, voire devant moi. Et enfin voilà, il est hyper vénère quoi. Donc il pousse encore le pas, il dit on fonce, on fonce. Là, il y a Simpson, qui était celui qui aimait le moins le capitaine, d'accord, qui était pas trop d'accord, mais qui voulait quand même tenter le truc, qui tombe malade du scorbut aussi. Des fatigues de l'expédition en fait. Donc voilà, il le charge sur le traîneau et il continue à essayer d'avancer tant bien que mal. Tout en avançant, il trouve des espèces de vestiges des réfugiés du fameux Purpoise, c'est-à-dire qu'il trouve des fusils encore chargés, encore en bon état de marche, il trouve des vêtements, etc. Il se dit c'est quand même super louche, ça ressemble vraiment à des naufragés qui auraient abandonné leur matériel au fur et à mesure qu'ils avançaient quoi. Donc ils avancent comme ils peuvent, mais voilà. À un moment donné, donc il continue d'avancer, etc. Il y a une tempête particulièrement mauvaise. Et là, Simpson, qui en peut plus, qui demande depuis plusieurs jours à ce qu'on l'abandonne dans un coin pour mourir parce qu'il souffre trop, parce qu'il en peut plus de cette aventure et tout, se lève une dernière fois avec le poing levé vers Ateras, lui dit vous êtes un assassin comme il peut parce qu'avec le scorbut on a les lèvres gercées, on peut plus parler en fait, on peut que émettre des sons, il lui fait comprendre qu'il lui en veut, et sur cette menace il meurt. Donc Ateras il a un peu la boule au ventre, il se rend compte que avec les problèmes de nourriture, ils sont déjà rationnés depuis plusieurs jours parce qu'ils avaient eu des problèmes de nourriture, il leur reste tout juste assez pour revenir sur leurs pas les mains vides. Ou alors il faut qu'ils continuent et ils sont même pas sûrs de trouver quelque chose et surtout ils auront plus assez de nourriture au retour quoi. Donc Ateras renonce et se dit que ils vont revenir sur leurs pas. Cette mort était la mort de trop en fait, donc il renonce à sa mission. Ils font 2 jours de pause pour se remettre un petit peu parce qu'ils sont vraiment tous épuisés. Et puis le deuxième jour avant de partir, ils se disent qu'ils vont enterrer Simpson. Donc, et là, il remarque que le chien du capitaine est en train de tourner autour d'un espèce de talus depuis 2 jours, d'un air un peu interrogatif, etc. Donc, ils vont creuser à cet endroit-là, en fait. Et là, en creusant, ils trouvent des corps. Ils trouvent des corps et des caisses de nourriture qui sont là. Et en fait, ils comprennent que c'est une expédition précédente qui s'est retrouvée avec son igloo qui s'est écroulé sur eux, qui n'ont pas réussi à en réchapper. Et donc, ils trouvent tout en l'état, en fait. Ils trouvent la nourriture posée, ils trouvent donc... Ça leur fait quelques petites réserves en plus. Et... merci, Gros Minou, c'est gentil. J'ai pris des notes pour pas me tromper, pour pas faire d'erreur. Et ils trouvent 2 corps morts. Et il y en a un troisième, ils en trouvent un troisième. Et là, le docteur se rend compte que ce gars-là est encore un peu vivant, quoi. Il est complètement gelé, mais apparemment il est encore un peu vivant. Donc il peut plus marcher, il peut plus parler, il peut plus voir, il est complètement coupé du monde, mais il y a une étincelle de vie là-dedans. Donc ils le secouent autant qu'ils peuvent. Ils enterrent Simpson avec les autres. Et ils sauvent l'autre gars en se disant, voilà, on peut pas le laisser comme ça, quoi. Donc ils le ramassent. Et au boulot, Temet. Au boulot. Il le ramasse, il le charge dans le traîneau à la place de Simpson. Ils le soignent tant qu'ils peuvent, mais le mec pour l'instant incapable de dire quoi que ce soit ni de faire quoi que ce soit quoi. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils le fouillent, ils trouvent aucune information, ils trouvent juste un bout d'enveloppe à moitié brûlé qui leur fait comprendre que le mec était du Purpoise, que lui il s'appelle Altamont et que il est de New York. Et là, Ateras a la rage un peu parce qu'il aime pas du tout les Américains, Ateras. Il est hyper nationaliste donc du Royaume-Uni. Et il est un peu jaloux des Américains. Et surtout, il est très jaloux parce qu'il pensait être le premier à être arrivé dans cette région du globe si proche du pôle Nord. Et donc, il se demande ce que fait l'autre vaisseau ici. Est-ce qu'il est pas venu leur piquer la gloire, quoi. Salut Wakabanga, bienvenue. Bienvenue parmi nous dans la Greedy Family. Donc voilà, ils embarquent l'autre mec.
Et ils essayent de revenir donc vers le vaisseau. Alors les retours sont un peu plus faciles que l'aller. Donc ils avancent bon train. Et quand ils sont à une certaine distance, qu'est-ce qu'ils voient au loin? Une énorme colonne de fumée. Alors là, Ateras est fou furieux. Il trace. Il est super flippé. Il se demande ce qui s'est passé. Il trace, il court. Il abandonne tout le monde derrière. Les autres, ils tracent aussi comme ils peuvent. Ils essaient de suivre. Et là, Ateras arrive... Et il trouve Johnson, le maître d'équipage, l'officier qu'il avait laissé en charge du bateau, devant le bateau, et le bateau en train de brûler. Il est furieux, il demande mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que mon vaisseau soit en train de brûler alors que je l'avais confié, etc. Johnson dit je suis absolument désolé, je savais pas, j'ai pas réussi, j'ai rien pu faire, etc. Ils se sont rebellés. Ça fait 2 jours qu'ils sont partis en mettant le feu au vaisseau et ils m'ont laissé là. Alors... Salut Wakavanga. Donc ça fait 2 jours qu'ils sont partis, ils m'ont abandonné là, j'ai rien pu faire, je suis désolée. Enfin Johnson il est super mal quoi. Et donc bon, Ateras fait bah de toute façon t'y pouvais rien, comment ça s'est passé, il leur demande de raconter, etc. Et l'autre lui dit bah voilà en fait dès que vous êtes partis, dès le lendemain en fait il y a eu, ils ont commencé à émettre des idées de mutinerie. Ils ont voulu... donc ils ont arrêté de se rationner. Tout le monde a pu se chauffer, démonter le navire autant qu'ils pouvaient. Et toute l'eau de vie, parce que normalement ils étaient contraints à rester sobres, toute l'eau de vie et tous les alcools ont été dispendiés à tout le monde qui voulait. C'était n'importe quoi. Et dès qu'il a commencé à manquer des trucs, ils se sont tous réunis et ils ont décidé de partir. Et à ce moment-là, comme ils avaient tous bu, comme depuis 3 jours, ils arrêtaient pas de boire tous, ils étaient ivres et il y en a un qui a eu la bonne idée de mettre le feu et j'ai rien pu faire. Et voilà. Et ça fait 2 jours qu'ils sont partis. Thérèse qui fait bon, très bien, alors on va essayer de faire quelque chose. Au moment où ils arrivent, il y a une énorme explosion parce que l'incendie a enfin atteint la cale des poudres. Et du coup, bah, le vaisseau voilà, explose. Il n'y a plus rien à récupérer quoi. Donc ils se fabriquent comme ils peuvent une maison en neige à côté. Ils attendent que l'incendie se tasse un petit peu et ils décident d'essayer d'aller ramasser tout ce qu'ils peuvent, voilà, tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc ils retrouvent quelques médicaments, quelques vivres, pas grand chose. Par contre du bois, il y en a énormément parce qu'ils retrouvent les restes calcinés du vaisseau en fait. Voilà, donc ils leur retrouvent tout ça quoi. Ils restent une journée sur place. Le lendemain, il y a une tempête de neige. Ils se disent heureusement qu'on a récolté tout ce qu'on pouvait parce que là, bah voilà, avec la neige, on ne pourra plus rien retrouver. Et puis, ils commencent à réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont abandonnés, ils n'ont pas de vaisseau, ils sont au pôle du froid. C'est le mois de décembre, il faut qu'ils tiennent encore jusqu'en février avant le dégel. Alors, Ateras, lui, il veut continuer au nord, il veut continuer à aller vers le pôle nord alors qu'ils sont plus que 5 et qu'ils n'ont pas de vaisseau. Qui pourront pas construire de chaloupe avec ce qui reste du bateau et qui sont complètement perdus. Pendant ce temps-là, le docteur et les autres disent bah il faut repartir vers le sud, essayer d'atteindre un village d'Esquimaux ou un relais hollandais et se faire rapatrier comme réfugiés quoi. Donc ils essayent un petit peu de faire entre les deux et pendant qu'ils discutent de ça, le mec qu'ils ont ramassé, l'américain, essaye de parler. Il dit comme il est complètement malade, on comprend rien à ce qu'il dit. Et là, ils arrivent enfin à entendre ce qu'il dit, le Purpoise. Il parle de son bateau en fait. Donc t'as les autres qui font quoi? Comment ça vous voulez dire que le Purpoise est dans la région? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et le mec fait oui. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Pour connaître la position du Purpoise, ils citent les méridiens et les latitudes une à une, donc ils disent 3e méridien, 4e méridien, 5e, jusqu'à ce que le mec fasse un signe de tête, parce que comme il peut pas parler, il leur fait juste comprendre la position du vaisseau. Et il dit, il leur fait comprendre que là-bas il y aura de quoi manger, du carburant, des ressources à brûler autant qu'ils veulent, et que ils peuvent aller au bateau quoi. Mais le bateau il est au nord, et il est échoué. Donc il sera pas utilisable. Mais au moins dedans il y a des ressources en charbon, en chaleur et en nourriture. Du coup il arrive à peine à parler. Tout le monde arrive à se décider à partir au nord parce que même si c'est un peu fou, bah, ils se disent qu'ils peuvent peut-être y aller quoi. Ils savent qu'ils ont que pour 3 semaines de nourriture. Et sauf qu'ils savent qu'ils sont très loin quand même du vaisseau. Ils sont pas sûrs de pouvoir faire le trajet en 3 semaines.
Donc ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et puis arrive le moment où ils n'ont plus rien à manger. Donc ils continuent d'avancer. Ils se disent voilà, là maintenant il faut vraiment qu'on arrive à destination parce que sinon on va mourir de faim. Ils ont plus que 3 balles parce que dans les bien sûr, comme toute la poudrerie a explosé, ils n'avaient plus aucune munition ni aucune poudre. Il leur restait 2 balles et les 2 balles ils les ont utilisées dans le vide. Ils n'ont pas réussi à chasser avec ça. Ils ont plus de balles. Et puis ils se rendent compte que il y a un ours qui les suit. En fait, ils se rendent compte qu'il y a un ours qui les suit depuis quelques jours parce que ils guettent forcément le moment où ils vont être trop faibles et où il pourra leur sauter dessus quoi. Donc là, je vous raconte pas, grosse ambiance dans le grosse ambiance dans la petite troupe là de 5. Le mec malade, il est toujours traîné sur le traîneau. Ils ont toujours suffisamment de quoi brûler, de quoi avoir chaud, mais ils ont plus d'armes. Du coup, ils avaient ramassé une peau de phoque parce qu'ils avaient tué un phoque en début de dans le voyage où ils étaient partis chercher du charbon quand ils avaient ramassé l'américain. Là, ils avaient tué un phoque, ils avaient gardé la peau. Du coup, ils décident de tenter un truc. Ils fabriquent une balle. En fait, ils n'ont plus qu'une charge de poudre, mais ils n'ont plus de balles. Ils fabriquent une balle avec le thermomètre du mercure. Parce que le mercure, en dessous de 40 degrés, gèle. Et en fait, du coup, il gèle dans le réservoir du thermomètre, donc ça fait une petite sphère. Du coup, le docteur fait, mais ça peut faire une balle. Donc, il pète le thermomètre. Il récupère la balle, parce qu'il fait moins 50, en fait. Là, ils sont au pôle du froid, en plein hiver, il fait moins 50, quoi. Ils récupèrent la balle en mercure que ça provoque. Ils mettent ça dans le fusil. Ils ont donc un coup pour tuer un ours, ce qui est très peu. Et là, il y a Terrace qui dit « Moi, j'ai une idée. Laissez-moi faire et faites-moi confiance. Vous guettez avec des haches dans un coin et moi, je vais faire le héros. » Donc, il se met la peau de phoque sur lui. Il mime le phoque jusqu'à ce que l'ours arrive. L'ours commence à lui foncer dessus, essayer de le choper dans ses pattes. Et là, Terrace sort et lui tire une balle directement dans la tête. L'ours n'est pas encore complètement mort. Et là, il y a les autres qui rappliquent et qui le tabassent à coups de hache et qui le finissent. Donc, je vous laisse imaginer comment ils sont rassurés. Donc, ils dépecent le truc, ils peuvent le manger. Ils ramènent les quartiers de viande et tout. Ils sont hyper contents. Et là, ils arrivent et ils se rendent compte qu'ils ont perdu le briquet qui leur permet d'allumer les feux. Donc, ils n'ont plus de briquet. Donc, grosse catastrophe. Merci Satafarf. Bienvenue parmi nous. Grosse catastrophe. Ils n'ont plus de briquet, ils n'ont plus de feu. Terrible, etc. Du coup, le docteur fait « Vous inquiétez pas, j'ai encore une autre idée. » Parce qu'en fait, c'est lui qui sauve toutes les situations dramatiques dans ce livre. Le docteur Cleboni, c'est juste le mec trop intelligent, quoi. À chaque fois, c'est MacGyver, en fait. C'est MacGyver avant l'heure. Et donc il dit « Vous inquiétez pas, j'ai une solution. » Donc il polit une lentille de glace. Et ils allument en fait un feu grâce au soleil pour faire cuire leur ours. Alors là, ils prennent trop leur kiff parce que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, donc ils se font plaisir. Ils avaient encore du thé et du café, mais ils buvaient que du thé et du café depuis 3 jours. Donc là, ils mangent enfin quelque chose de concret. Enfin voilà, ils sont enfin... ça les remet vraiment d'aplomb. Et ils repartent à l'aventure pour rechercher ce fameux vaisseau. Ils tombent enfin sur le bateau. Ils se rendent compte que bon, il est effectivement pas utilisable parce qu'il s'est échoué sur les rochers d'une côte, en fait. Mais par contre, effectivement, il est plein de combustible et plein de vivres. Donc ils ramassent le tout. Ils décident qu'ils vont hiverner ici, mais par contre pas dans le bateau parce qu'il n'est pas habitable. Donc ils vont fabriquer une maison de glace. Donc ils construisent un énorme fort de glace. Salut! Avec une maison habitable en 3 pièces. Ils ramènent le poêle qui était dans le bateau, ils le ramènent dans la maison pour se tenir chaud, etc. Et ils construisent aussi un énorme... Donc ils construisent une poudrerie à distance, leur maison, de l'autre côté un magasin pour mettre tous les vivres et les ressources, et un chenil à côté parce que les chiens ils sont toujours avec eux. Chiens qui commençaient à mourir de faim aussi quoi. Donc voilà. Là-dessus, lol ligne d'oreille. Là-dessus, salut Scanix. Là-dessus, il est 22h, donc je vais peut-être arrêter de raconter mes histoires. Je vais essayer, en fait, je vais pousser un peu les histoires et je vais arriver sur la fin. Et en fait, je vais arriver à l'endroit où j'avais décidé de m'arrêter de raconter pour vous le lire directement.
Et comme ça, demain, à la limite, je vous lirai vraiment les derniers chapitres. Donc, ils sont dans leur fort, ils passent l'hiver, ça se déroule assez tranquillement. Il y a des frictions quand même entre les deux capitaines, parce qu'entre le capitaine anglais et le capitaine enfin, Hatteras et l'autre, et Altamont, qui est américain, donc ils s'embrouillent un petit peu, ils s'entendent vraiment pas bien. Du coup, le docteur essaye d'arranger ça parce que il se dit que ça va être un peu pourri, parce que dès que l'hiver va se finir, il faudra décider qui est-ce qui décide et où est-ce qu'ils vont et qui est-ce qui aura le mérite des découvertes, etc. Donc c'est un petit peu chaud. Donc voilà. Et là, ils se rendent compte qu'il y a des empreintes d'ours, à nouveau, autour de chez eux, de 5 bestioles différentes, 5 ours différents qui tournent autour de chez eux. Donc ils se disent, voilà, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Si ça se trouve, ils sont que de passage et tout. Donc pendant plusieurs jours, ils guettent, et pendant plusieurs jours, ils se rendent compte que les empreintes réapparaissent à chaque fois, toutes les nuits. Donc les bestioles sont en train de resserrer le cercle, en fait, autour d'eux. Donc c'est assez chaud. Ils se terrent pendant plusieurs jours, du coup, en attendant que les ours disparaissent. Les empreintes arrêtent d'apparaître. Donc ils décident de partir pour essayer de chasser un petit peu, parce que c'est la fin de l'hiver. Et là, ils se séparent, en fait, ils font 2 groupes. Il y a le doc qui voulait partir en reconnaissance, faire des relevés topographiques et hydrographiques, donc il part dans son coin. Il y a 3 des autres qui partent chasser, et un dernier qui reste pour garder la baraque. Et là, on entend 6 coups de feu, les 6 coups de feu qu'ils avaient, et la troupe qui revient, les 3 qui reviennent en courant, avec les 5 ours aux fesses. Donc en fait, les ours étaient restés dans le coin. Et 5 ours contre 5 hommes, ils savent qu'ils font pas le poids, quoi. Donc ils tracent, ils rentrent au fort, et là ils sont tous les 4 et hyper flippés parce qu'ils savent qu'il y a le docteur qui est à l'extérieur, quelque part dans la nature, tout seul. Et que si les ours ont la bonne idée d'aller le chercher, il va se faire bouffer, quoi. Donc voilà, ils se carapassonnent dans le fort, mais le problème c'est que les ours c'est des animaux très intelligents, donc au début ils essayent de creuser des meurtrières. Eux, ils creusent des meurtrières pour essayer de tirer au fusil sur les ours. Sauf que l'ours, il chope le fusil et il le dégage, je crois. Donc, ils peuvent rien faire. Après, et là, ils se rendent compte que les ours ont décidé de les emmurer vivants, en fait. Lol, t'émettes. Non, mais c'est parce qu'ils se sentaient en sécurité, en fait. Là, l'hiver commençait à terminer, la température redescend, il y a des petites bestioles à tuer, tu vois, ils se sentaient en sécurité. Ils pensaient vraiment pas qu'il y avait des risques, quoi. Pour ça qu'ils se sont séparés, sinon ils se seraient pas séparés. Mais effectivement, je me suis fait un peu la même réflexion. Quand j'ai lu, genre, le docteur va partir tout seul dans son coin, j'ai fait, mais ils sont cons ou ils sont cons? Mais bon. Ils décident de... Donc, ils se rendent compte que les ours sont en train de les emmurer vivants, en fait. Parce qu'apparemment, c'est une technique de chasse de l'ours. C'est qu'il étouffe sa proie sous la neige, en fait, quand il peut pas aller la chasser directement. Et ensuite, il ouvre au dernier moment, enfin, quand il pense que la proie est suffisamment étouffée, il rouvre et ils viennent le chercher, quoi. Donc là, ils commencent à flipper un petit peu. La journée se passe. Il y a de moins en moins d'air, du coup, dans leur maison de glace, qui se retrouve entièrement recouverte, entièrement barricadée, en fait. Et ils entendent gratter au soir, dès que la nuit tombe, ils entendent gratter. Et ils se disent, ça y est, les ours qui vont ouvrir et qui viennent nous chercher, quoi. Donc ils se préparent, ils ont leur hache, ils peuvent pas tirer au revolver parce qu'ils se disent, dans un espace si restreint, on va s'entretuer. Donc ils sortent leur hache, ils sortent leur couteau et ils sont chauds pour faire du corps à corps avec les ours, quoi. Et en fait, qui est-ce qui se pointe par le tunnel qu'il est en train de creuser? Le docteur. Donc le docteur, le petit gros là qui arrive, hop, qui creuse son truc et qui fait, stop, arrêtez, j'ai une solution. Forcément, je suis MacGyver, j'ai une solution. Et en fait, il dit, regardez, j'ai tué un renard avant de partir. Le tunnel que j'ai fait là, ils mettent directement à la poudrerie. Et donc, on va faire un piège à ours. Donc, ils décident en fait de placer le renard mort à une grande distance. Donc, ils vont creuser toute la nuit. Docteur Taupe, non mais c'est clair. Ils vont creuser toute la nuit en fait pour aller arriver à la surface à distance de la baraque. Là, ils vont mettre le renard mort. Et le but, c'est que les ours se ruent dessus pour le bouffer. Et là, ils lancent une énorme explosion. Bien sûr, ça réussit, parce que le docteur, c'est MacGyver et que ça réussit toujours. Donc, ils mettent ça. Ils arrivent à tuer 4 des ours qui explosent en morceaux. Le 5e qui s'enfuit complètement carbonisé.
Alors du coup, la fin de l'hiver arrive toujours de façon encore plus agréable. Donc ils se décident à visiter encore un peu plus le continent sur lequel ils ont atterri et à essayer de trouver des bisons. Parce qu'ils savent qu'il y a des bisons à tuer dans le coin. Donc ils explorent, ils trouvent des petits lapins qui, comme ils n'ont jamais vu des êtres humains, viennent les voir, viennent se frotter à eux et tout ça. Du coup, ils veulent pas les tuer parce qu'ils trouvent ça trop mignon. Il y a que l'américain qui est vraiment le cliché absolu de l'américain qui est là, genre la grosse brute et donc qui décide mais si on va les tuer, non, non, non. Et alors les autres sont là non mais non on les tue pas, c'est des gentilles petites bestioles. On tue que les bisons, on a dit qu'on venait chercher les bisons, on a déjà tout ce qu'on a besoin comme nourriture et tout. Bon bref. Du coup, ils arrivent enfin à trouver des bisons. Et là, ils se rendent compte que les bestioles courent super vite et que pour le coup les bisons eux ont peur de l'homme quoi. Donc ils se rendent compte qu'ils les auront pas à la course, donc ils décident de les chasser, enfin de les rabattre, et que les autres en face vont leur tirer dessus. Donc il y en a un qui gare au bison futé. Merci Témet, vu comment les ours sont intelligents, gare au bison futé. Du coup, il y en a deux qui se mettent en position pour tirer, et un qui va aller rabattre, c'est Ateras qui va rabattre les bisons. Donc il rabat, les deux tirent. Les tirs touchent, mais ne tuent pas parce que c'est des énormes bestioles. Et là, les bisons s'arrêtent, ils figent, ils se retournent et ils foncent dans Ateras. Ils se disent qu'après tout, ils vont mieux s'en sortir contre Ateras que tout seul. Ateras tire, c'est les deux coups dans son fusil, parce que c'est des vieux fusils. Et les bisons sont sur lui et le fracassent par terre et ils sont prêts à le piétiner, à l'encorner, à tout ce que vous voulez. Le pauvre Ateras, il se fait massacre, quoi. Là, ni une ni deux, l'américain lui fait moi je suis un bonhomme, j'y vais, et il sauve Ateras. Il fracasse les bisons genre comme un héros, tu vois, il plante son couteau dans la gorge du premier, il fracasse la tête du deuxième à la hache, enfin voilà, vraiment gros fight quoi. Et il sauve Ateras alors qu'il a eu une seconde d'hésitation en se disant après tout je pourrais aussi le laisser mourir, ça serait non, allez j'y vais, je suis pas une fillette quoi. Je suis un bonhomme. Et Ateras s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte de l'hésitation du gars. Et il dit vous m'avez sauvé la vie alors que ça vous aurait sans doute arrangé de me laisser mourir et tout. T'as l'autre qui fait oui, non, mais tu comprends, forcément, j'allais quand même pas te laisser mourir. Nanana. Et du coup, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Voilà. Et je m'arrête là. Et la fin, je vous la lirai demain. Je pense. Si ça te va, gros pseudo. Oh non, putain. Sérieux. La question c'est où est-ce qu'ils vont aller en fait. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire quand le dégel va arriver. Et comment ils vont le faire. Les ours ils vont peut-être se venger. Il en reste plus qu'un. Il y en a 4 voilà. qui se sont fait carboniser. Franchement moi je m'attendais à retrouver l'ours à moitié carbonisé sur la route. Mais pour l'instant on n'en entend pas parler. Voilà. Bon, et tout ça prend quand même 2 pages de notes. Ouais. Parce qu'il se passe trop de trucs en fait. C'est vraiment du heureusement malheureusement. Mais c'est pratiquement... Enfin, j'ai mis pratiquement autant de temps à le lire perso qu'à le... Non mais c'est clair. Non mais c'est super long en fait, même à lire perso, tu vois. C'est des livres que tu lis pas facilement, je trouve, comparé à d'autres. Parce que c'est du vocabulaire de marine, de technique et tout ça. Salut mascotte, bienvenue parmi nous. Ouais, salut mascotte. En tout cas, je note, tu fais super bien l'américain malade. Je me suis dit, waouh, elle doit connaître un américain, quoi. Ah ouais, non mais c'est ça. Hein. Ça s'invente pas, qu'est-ce que tu veux. Ah non, mais c'est le talent. C'est soit elle a un côté, voilà, De Niro, acteur studio. C'est ça. Soit je suis actrice en fait. Hollywood, j'ai refusé Hollywood. J'en doutais, mais là, j'en suis sûr. Bon bah voilà. Tu streams ce soir? Moi, je stream pas. Oui, je stream